L'un de ceux des publications qui s'appelle le Literary Digest, qui a le plus envoyé en quantité de bulletins, se targue d'avoir eu 98,80% d'exactitude sur le résultat final entre Hoover, le président sortant, et Roosevelt. Donc en 1936, le Literary Digest s'apprête à recommencer, et recommence de plus belle. À chaque fois, on se dit on va faire un petit peu mieux que la dernière fois. Le principe du record, c'est comme voilà, quand on essaie de dépasser la performance précédente, et on va envoyer plusieurs dizaines de millions de bulletins de différentes manières. Et dans ce contexte particulier, quelqu'un, le Dr Gallup, qui est un universitaire, qui pratique depuis quelque temps une technique d'enquête à partir d'échantillons représentatifs, va publier un communiqué en disant, je vous résume le propos, le Literary Digest va se tromper, va annoncer la victoire du républicain Ralph Landon, qui est l'adversaire de Roosevelt. Il donne le chiffre, ils vont lui attribuer 54%. Ils vont se tromper, en fait, c'est Roosevelt, d'après mes sources, d'après mes statistiques, d'après mes enquêtes auprès d'échantillons représentatifs, qui va remporter l'élection. Alors qu'il n'y a aucun suspense, vous savez que Roosevelt va être réélu en 1936, mais vous voyez la manœuvre, enfin pas la manipulation, la manœuvre qui consiste à créer le suspense, à créer l'événement, parce qu'évidemment, le Literary Digest va immédiatement répliquer par un communiqué en disant le docteur Gallup est bien gentil avec ces petits échantillons, mais nous on sait ce qu'on fait, on l'a prouvé dans le passé. Et c'est presque la victoire de David contre Goliath, du tout petit contre le très gros. Parce que George Gallup travaille auprès d'échantillons construits, structurés, à partir de quotas, et plus petits. En fait, pas si petits que ça, parce que Gallup lui-même va distribuer des dizaines de milliers de bulletins. Mais il prend le soin de compenser ces retours de bulletins en allant chercher les populations qu'il sait ne pas trouver dans une procédure comme ça par courrier. Il va notamment chercher les populations les plus pauvres, les électeurs qui ne sont pas dans ces fichiers d'abonnés de téléphone, d'abonnés de possesseurs d'automobiles, et qui sont des électeurs potentiels et avérés, in fine, du camp démocrate. Et donc cette démonstration de force va introniser une industrie. Alors, Gallup n'est pas le seul, sauf que Gallup, c'est un petit peu le patron des sondages historiques. Il a d'ailleurs donné son nom au mot sondage. Il y a un certain nombre de pays. Un Gallup, c'est un sondage. D'autres acteurs vont intervenir. Peut-être avec moins de retentissement, parce que contrairement à George Gallup, ils ne sont pas universitaires. Les autres noms qu'on retiendra, c'est Archibald Crossley et Elmore Roper, donc également américains, vont également publier des sondages. Qui, soit dit en passant, d'ailleurs, ne sont pas très justes. Ils ne sont pas très justes, parce que Gallup prédit une victoire à 54% de Roosevelt, qui fera 61. Donc ça aurait pu ne pas marcher, cette affaire. Avec 7 points d'erreur, ça aurait pu ne pas marcher. Il se trouve que ça a marché, et il se trouve que ça a embrayé derrière. Ça va, non pas créer, parce qu'il était déjà existant depuis quelques années, mais donner un retentissement à l'American Institute of Public Opinion créé par Gallup, qui va publier très régulièrement ses enquêtes sous l'intitulé America Speaks, donc dans une démarche qui est véritablement de entretenir une représentation de l'opinion en temps réel, avec cette démonstration qu'on est capable, à partir d'un petit échantillon, donc de manière aisément économiquement reproductible, de faire s'exprimer l'opinion publique. Alors pas n'importe où aux États-Unis, et le contexte des États-Unis est un contexte particulier, mais depuis cet événement fondateur, effectivement, d'une certaine manière, l'opinion publique est devenue l'opinion représentée par les sondages. Ce que beaucoup de détracteurs des sondages dénoncent. Ils considèrent que c'est une forme d'usurpation de légitimité scientifique que de dire que l'opinion, c'est l'opinion des sondages. Et de fait, il y a un point qui est à avoir en tête, c'est qu'en mesurant correctement un scénario électoral, c'est déjà pas rien. Mais c'est pas l'opinion.
Le vote, c'est un comportement. Et dans une grande démocratie comme les États-Unis au début du XXe siècle, tout le monde sait qu'à un moment donné, il va y avoir une élection, et une élection avec un choix fini de candidats, et donc une possibilité limitée de comportement. Je peux aller voter, ne pas aller voter. Si je vais voter, je peux voter blanc, nul, ou choisir un des candidats, et le choix des candidats est limité. Et donc faire une enquête d'intention de vote, ce n'est jamais qu'anticiper sur un comportement. Le sondage d'opinion, c'est tout à fait autre chose. Il y a un rendez-vous sur une élection. Mais les gens ne se lèvent pas tous les matins en se demandant si M. Roosevelt, M. Obama est un bon président, etc. Et on peut hésiter, voilà. Et le sondage d'opinion est tout à fait autre chose quand il invite des gens à dire est-ce que vous êtes très, assez peu, pas du tout satisfait, président de la République, président de l'Assemblée constituante, du Premier ministre. Vous aurez ça, j'imagine. Bien, ça c'est autre chose que l'anticipation d'un comportement électoral. Alors déjà, l'anticipation du comportement électoral, c'est pas simple. Le sondage d'opinion, c'est autre chose. Et c'est là-dessus que va porter un débat sur lequel je vais revenir dans un instant, avant de citer quand même un point qui me semble important. Certes, les sondages sont devenus la manière de mesurer l'opinion. Mais si ça a marché, c'est qu'il y avait un besoin de mesurer l'opinion. Et qu'on est dans un pays, aux États-Unis au début du siècle, dans un pays qui est complètement mûr pour justement accorder l'importance de l'intérêt à cette révélation récurrente, quasi permanente, de ce que serait l'opinion des gens. Et ce mécanisme, il a été théorisé une cinquantaine d'années plus tôt par un Anglais qui s'appelle James Bryce, dans un ouvrage, je crois que ça doit être la première édition, donc j'ai retrouvé la couverture sur Internet, qui s'appelle The American Commonwealth. J'avoue que je n'ai pas lu cet ouvrage, lu des ouvrages sur cet ouvrage, qui illustre comment un politiste anglais, écrivant à peu près 50 ans après Tocqueville sur la démocratie en Amérique, il voit l'approche d'un modèle de démocratie idéale qui serait celui où il y aurait en permanence, finalement, l'expression de la volonté du peuple, l'expression de l'opinion publique. Et il théorise le gouvernement par l'opinion publique, où, je dis, on n'aura pas besoin d'attendre les rendez-vous électoraux, presque on n'aurait pas besoin des rendez-vous électoraux, où ce serait l'opinion qui gouvernerait en permanence et qui dirigerait les choix de ceux qui sont aux responsabilités. Donc, tournant le dos à un modèle qui est celui de la démocratie représentative, où on donne mandat à des gens pour décider pour nous, une théorisation de ce que serait la démocratie parfaite, la démocratie idéale. Et donc, Bryce décrit 4 stades de la démocratie. C'est le premier quand les idées démocratiques s'agitent suffisamment pour se débarrasser du despote. Le deuxième, quand on met en place les instruments de la démocratie et du remplacement de l'ancien régime par un nouveau. Le troisième, quand on est capable d'assurer des élections sincères, régulières, non contestées. Puis on ajoute un quatrième, beaucoup se contenteraient du troisième, et on ajoute un quatrième qui est celui où il y aurait théoriquement la possibilité d'une espèce de gouvernement permanent de l'opinion. Alors pas n'importe quelle opinion, une opinion qui est nécessairement intéressée par les débats, informée, et capable de partager la controverse. C'est-à-dire que ça suppose des gens éclairés, instruits, une presse libre, de préférence pluraliste, et un goût du débat pour que chaque sujet fasse l'objet de discussions entre amis, entre collègues, etc. Et dans ces conditions-là, pourrait émerger cette idéal de démocratie.